9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, avec ce matin cette question, est-ce que les Français finalement ne sont pas un peu trop accros aux médicaments? On en consommerait un peu trop, même beaucoup trop parfois. C'est ce qui est en tout cas écrit dans ce livre, Overdose, comment la surconsommation de médicaments nous tue. Carrément, bah oui, c'est aux éditions First édition. Avec vous, Ariane Denoyel, bonjour. Bonjour. Vous avez coécrit ce livre avec un médecin britannique, le docteur Peter Selley, et une préface également du professeur Eric Combe. Pourquoi déjà, en fait, ce livre autour de cette surconsommation de médicaments ? Alors, c'est à la suite du premier livre que j'avais écrit, Génération Zombie, Oui. donc en 2021, qui était plus consacré aux antidépresseurs. Et j'ai reçu à la suite de ça énormément de témoignages de personnes qui avaient des problèmes avec les antidépresseurs, mais aussi des personnes qui rencontraient des problèmes graves avec d'autres médicaments. Et je me suis rendu compte qu'il existait vraiment un continent caché de surconsommation de médicaments, d'effets indésirables mal identifiés, mal remontés. Et puis ça rejoignait le diagnostic que j'avais fait dans Génération Zombie, qui est un manque de transparence absolument chronique du secteur du médicament, qui est très déplorable. Donc après, j'ai rencontré par des connaissances communes Peter Selley, et ce projet a vu le jour avec le soutien de l'éditeur. Oui. Alors, je précise tout de suite, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, vous écrivez dans votre introduction, nous ne sommes ni anti-science, ni complotistes, ni anti-vax, mais nous estimons, en nous appuyant donc sur des travaux de recherche indépendants, que la surmédication est devenue très dangereuse et une grande menace pour l'humanité. Oui, c'est un fléau qui coûte très cher et qui est attribuable à nouveau à un manque de transparence à peu près à tous les stades du domaine du médicament. Et donc oui, certains chercheurs considèrent que c'est la menace la plus grave qui pèse sur l'humanité après le réchauffement climatique. Oui. Et plus en France, en Europe qu'ailleurs ou pas ? Alors non, les pires sont les États-Unis, comme souvent. Ah oui. Ah, donc ils consomment en termes par tête, c'est à peu près 2 fois plus que nous en montant en dollars, on va dire. Ouais. On est dans l'OCDE plutôt dans la moyenne, mais c'est une moyenne qui est trop élevée à peu près partout. Donc voilà, on peut pas forcément s'en réjouir. On est quand même très surmédiqué. Alors qui est derrière? Parce que vous dites on manque de transparence de la part des labos, de l'industrie en fait du médicament, mais elle est là aussi pour répondre à une demande, l'industrie du médicament, non? Parce qu'il y a une pression, un peu comme les médecins généralistes qui vont vous dire si je reçois quelqu'un chez moi et qu'il repart sans aucune prescription, il se dira que je ne suis pas soigné, que je ne l'ai pas soigné, en fait, non? Oui, alors l'industrie a un rôle très important parce qu'elle fabrique des médicaments qui sauvent des vies. Alors c'est très important de le rappeler. Heureusement, donc tous les jours, des millions de personnes ont la vie sauvée ou grandement améliorée par les médicaments. Donc il ne s'agit pas de dire que les médicaments c'est tout mauvais. Mais en revanche, l'industrie depuis une trentaine d'années, on va dire, pousse à la roue pour nous faire consommer des médicaments qui ne nous sont pas forcément nécessaires. Donc, par exemple, on est passé à une logique, plutôt qu'une logique de soigner quelqu'un, donc vous arrivez chez le médecin parce que vous avez un problème, vous êtes fait mal ou vous avez une maladie. Ouais. Il s'agit de contrôler des facteurs de risque, prendre en charge des facteurs de risque. Donc, par exemple, votre tension, votre niveau de cholestérol, la densité de vos os, et on va vous médiquer pour ça à partir d'un indicateur. Donc, à partir du moment où vos examens montrent que vous avez passé tel seuil, ça déclenche automatiquement quasiment la prescription parce que ça suit les recommandations dites de bonne pratique. Et ça, malheureusement, on peut déplorer que ce soit une sorte d'automatisation de la médecine. On est moins dans le soin individuel s'il s'agit juste de passer un seuil et là, ça déclenche la prescription, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc, finalement, c'est une sorte de mécanique qui est enclenchée et qui fait qu'on va consommer de plus en plus de médicaments. Oui. Et personne ne l'arrête, ça, en fait. Non, parce que
À nouveau, l'industrie est présente à tous les stades de la fabrication, de la conception des médicaments. Elle est aussi, alors on a vu avec le scandale du Mediator notamment, mais les autorités sanitaires, on le décrit bien dans le livre, ne jouent pas leur rôle de contrôle et de sanction. C'était également les conclusions d'un rapport sénatorial qui est sorti en juillet 2023, un excellent rapport qui dit que les pouvoirs publics ont complètement lâché le volant. En fait, ils ont laissé la bride sur le cou à l'industrie et ça n'est pas du tout souhaitable. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la fois avec des pénuries et une surmédication. C'est quand même paradoxal. Oui, bien sûr, quoi. Et l'assurance maladie, est-ce qu'elle a son mot à dire ? Pas directement. Pas directement, non. L'assurance maladie rembourse. Là où les institutions qui ont le plus leur mot à dire, c'est la Haute Autorité de Santé qui justement élabore ses recommandations de bonne pratique. La NSM qui est censée contrôler l'industrie, notamment les plans de gestion des pénuries. Alors elle s'est un peu réveillée récemment. Elle utilisait le rapport parlementaire, était très sévère sur le fait que la NSM utilisait très mal et très peu les nombreux outils dont elle disposait. Et là, depuis quelques mois, elle s'est un petit peu réveillée. Donc on peut se réjouir qu'elle ait prononcé plus de sanctions contre l'industrie pour manquement au plan de gestion des pénuries. Mais voilà. L'assurance maladie, globalement, elle rembourse. Ouais. Alors, de façon très concrète, sur cette surmédication, comment ça se passe ? Dans votre livre, vous écrivez, par exemple, vous êtes aux racines d'une overdose, vous revenez sur un scandale oublié. C'est le thalidomide, pas forcément très connu du grand public. Expliquez-nous alors, justement. Alors, la thalidomide, c'était une molécule qui a été vendue comme sédatif pour les femmes enceintes, notamment dans les années 50-60. Et qui était tératogène, donc qui provoquait des malformations parfois très graves, parfois fatales chez le fœtus in utero. Et donc c'était Chemie Grünenthal, une entreprise allemande qui l'a commercialisée. On estime que elle a fait à peu près 10 000 victimes, mais on ne sait pas trop parce que sans doute plein d'enfants sont morts à la naissance ou ont été laissés sans soins, voilà. Et il existe encore des survivants qui s'appellent les thalidomideurs. Ils forment des groupes, donc ils ont des malformations très sévères des membres. Parfois avec pas de membres supérieurs, pas de membres inférieurs. Et ça, là c'était un scandale qui a mis très longtemps à se faire jour parce que comme souvent, l'industrie a nié le lien. Oui, on a eu d'autres scandales récemment, hein, bien sûr. Oui. En France, on ne reviendra pas sur les différents procès, mais il y a eu des procès. Il a fallu du temps pour qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui mettent les dossiers sur la table et qu'ensuite l'industrie du médicament et le monde médical, d'ailleurs, dans son ensemble, ouvre les yeux, quoi, peut-être aussi, non ? Mais je ne sais pas s'ils ont vraiment ouvert les yeux parce qu'il me semble que la situation tend plutôt à s'aggraver. La pharmacovigilance n'est pas très efficace. Enfin, on a toujours su que les systèmes de pharmacovigilance rataient à peu près 80-90% des effets indésirables qui ne sont juste pas signalés pour toutes sortes de raisons. Pourtant, quand on regarde sur l'ensemble en fait des boîtes et des petites notices, il y a toujours des contre-indications. Oui, alors il semblerait qu'à peu près 30% des gens les lisent. Oui, bien sûr. Donc, et puis en plus, en général, on se dit, oui, mais en fait, c'est rarissime, donc ça ne va pas m'arriver à moi. Ouais. Aucune raison. Et puis souvent, le médecin va dire, non, mais c'est pas possible qu'il y ait un lien avec le médicament. Et donc là, personne ne va faire la déclaration. Donc la pharmacovigilance, elle est lacunaire dans tous les pays, hein, c'est pas seulement nous. Il existe des systèmes de recueil actif de données, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que la victime d'un effet indésirable se signale ou que le médecin signale, on sollicite après l'administration d'un produit, on sollicite avec une appli comment vous vous sentez, est-ce que vous avez eu ça. Mais c'est à mettre en place, c'est pas évident. Et puis l'industrie pharmaceutique ne va sans doute pas pousser en faveur de ça. Il faudrait aussi rémunérer les médecins qui font des signalements, les médecins, sages-femmes, les professionnels de santé. Il y a 4 professions de santé qui sont tenus d'établir des signalements d'effets indésirables, mais ils ne sont pas rémunérés pour ça. Or, ça prend du temps et ils n'ont pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a eu des moments récemment où on est passé à côté de l'ouverture de grands débats et de transparence ? Je pense par exemple à la période du Covid, sur la surmédication et la façon de consommer certains médicaments.
Oui, alors, mais c'est tout le temps. C'est pas particulièrement pendant le Covid, mais c'est vrai que ça s'est vu particulièrement. Alors, par exemple, le traitement Paxlovid, au début, il a été commercialisé, il a été recommandé, alors qu'il n'avait été testé que sur des personnes non vaccinées. Alors qu'au moment où il est sorti, 80% des gens étaient vaccinés. Ça n'a pas du tout été signalé. Donc ça c'est ennuyeux. En plus, il était assez peu efficace, avec quand même pas mal d'effets indésirables. Et on s'est tous précipités dessus. Enfin, disons que les pays se sont précipités sur ce traitement qui était quand même pas excellent. Moi, ça m'a rappelé l'épisode du Tamiflu où, pareil, au moment de la... Voilà. Ouais. On a vu que le laboratoire avait menti. Et c'était trop tard, les doses avaient été achetées à coût de milliards et le produit n'était quasiment pas efficace. Ouais. Et donc là, à cette occasion, notamment, on passe à côté de remise en cause qui pourrait faire évoluer de nouveau en fait la science, ou c'est une remise en cause aussi potentielle de ce qui est fait par l'industrie du médicament? C'est tout à la fois, parce que par exemple, effectivement, si on prend le cas des vaccins Covid, il a fallu un procès aux États-Unis d'un groupe de professionnels de santé pour que la FDA, donc qui est le gendarme américain du médicament, communique les données de Pfizer à partir desquelles elle avait autorisé le produit. Elle avait pris 109 jours pour délivrer cette autorisation. Quand la justice lui a dit « il faut que vous communiquiez ces données » parce que c'est dans l'intérêt public, ça paraît quand même évident, la FDA a demandé d'abord 55 ans, puis 75 ans. Parce qu'il lui fallait du temps pour anonymiser, enlever les données sensibles du point de vue commercial. Mais c'est quand même pas un argument entendable s'agissant d'un produit de santé publique qu'on a administré à vraiment des milliards de personnes. Alors oui, mais alors on vous répondra que il y avait urgence, on était dans le brouillard et donc il fallait avancer en fait. Mais on a avancé. La FDA a donné l'autorisation. C'est-à-dire après, quand ce groupe de médecins a dit on voudrait voir les données à partir desquelles vous avez approuvé, elle a demandé 55 et puis 75 ans. C'est ça qui est pas normal. Ça n'aurait empêché en rien. En fait, si vous voulez, les vaccins Covid, ça aurait été l'occasion d'imposer de la transparence au secteur en disant on va cofinancer les recherches. Il y a urgence, on a besoin d'un vaccin, il faut qu'on sorte de cette crise. Mais il faut que les données des essais cliniques que vous allez mener, parce que c'est toujours malheureusement l'industrie qui mène l'essentiel des essais cliniques, il faut qu'elles soient intégralement communiquées. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Allez, nous poursuivons avec vous, donc Ariane de Noyelle, auteur de ce livre, co-auteur de ce livre avec le docteur britannique Peter Celley chez First Edition. Donc les Français, comme beaucoup d'autres, accros aux médicaments, et vous publiez d'ailleurs ce livre, Overdose, comment la surconsommation de médicaments nous tue. Nous poursuivons dans un instant dans La Vérité en face sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face autour des médicaments. Overdose, c'est le titre de ce livre d'Ariane de Noyelle qu'il a coécrit avec le docteur Peter Celley, qui est britannique, et puis avec une préface du professeur Eric Combe. Nous évoquions en fait tout à l'heure ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'industrie du médicament, elle fait avancer les choses, mais parfois, il y a trop de médicaments sur la table, entre guillemets. Il y a trop de prescriptions également chez les médecins. Et les médecins eux-mêmes cèdent à une certaine pression de leurs patients. Quand on ne ressort pas de chez le généraliste avec des médicaments, on se dit c'est qu'il ne nous a pas bien soignés. Et vous écrivez aussi dans votre livre que les vaccins Covid ont été une occasion manquée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, autour de la transparence, et peut-être que c'est l'industrie qui a gagné la bataille de l'information. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, les vaccins Covid, c'était une sorte de point d'orgue, parce que la bataille de l'information, elle a été gagnée par l'industrie, on va dire, il y a au moins 20 ou 30 ans. Oui. C'est à partir du moment où l'assèchement des fonds publics pour la recherche a fait en sorte que c'était l'industrie qui finançait l'essentiel des essais cliniques, le système était vicié dès le départ, parce que là, ça paraît évident, ils sont juges et partis. Et apparemment, la HAS a l'air de trouver ça normal, la Haute Autorité de Santé. J'ai interviewé sa présidente de l'époque qui m'a dit oui, c'est normal, c'est eux qui font les essais cliniques puisque c'est eux qui vont vendre les molécules. Donc là, moi, ça a été pour moi un moment de révélation. Je me suis dit oui, c'est admis jusqu'au plus haut des autorités sanitaires que la situation normale, c'est que l'industrie est jugée partie. Oui. Alors peut-être aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être parce qu'on était dans une situation un peu d'urgence, qu'il fallait trouver coûte que coûte un remède, un miracle, un vaccin.
Mais ça n'excuse pas l'absence de transparence, ça ne change rien. Il s'agit de paquets de données en quelques clics qui sont transférables. Le problème, et à nouveau, ce n'est pas... il y a eu cette espèce de point d'orgue au moment du Covid parce qu'il y avait une crise mondiale, mais c'est un problème qui est récurrent depuis plusieurs décennies et personne ne s'y attaque vraiment. On considère que c'est devenu l'ordre normal des choses. Oui. Il y aurait pu y avoir un débat aussi autour des vaccins ARN messagers. C'est ce que vous évoquez, et d'ailleurs qui est évoqué aussi par les déclarations du professeur Combe, qui fait l'intro aussi de votre livre. Oui, ça rejoint tout ça. Il n'y a pas eu de transparence, il n'y avait pas de débat possible parce que on considérait que la nécessité de santé publique faisait qu'il fallait avancer. Et donc, on a court-circuité toute possibilité de débat. Et à nous, c'est pas seulement les vaccins Covid, c'est à peu près tout le temps comme ça. Ça se passe comme ça maintenant. Et dès qu'on est un peu critique, alors on est anti-science et on est contre le progrès. Oui, on va vous accuser de complotiste. Ben voilà, alors on va peut-être nous accuser de complotisme, mais c'est pour ça qu'on a étayé tout ce qu'on écrit dans le livre, on a référencé tout, et puis qu'on n'a pas... Enfin, c'est donc mon deuxième livre, l'industrie ne m'a jamais assigné en justice, et je pense qu'ils savent que j'ai raison sur le fond. Okay. Vous avez raison de quoi? Qu'il y a... pas de transparence. Pas de transparence. Pas de transparence. Ils le savent, et les données des essais cliniques, même les autorités sanitaires, donc l'Agence européenne du médicament et la NSM en France, ne reçoivent pas l'intégralité des données des essais cliniques quand on leur demande de mettre sur le marché une molécule, d'approuver la mise sur le marché. Pareil pour les remboursements, le comité économique des produits de santé. Enfin, rien n'est transparent. L'industrie a réussi à maîtriser un système qui est à la fois hyper régulé et extrêmement qui penche extrêmement en sa faveur, et c'est comme ça qu'on se retrouve surmédiqué avec des produits qui ne sont pas indispensables, qui sont parfois dangereux et dont on connaît mal les effets, puisque une fois de plus, à peu près, on sait qu'entre le tiers et la moitié des résultats d'essais cliniques sont dissimulés. Alors, vous parlez de cette surmédication. Certains vous répondront que, bah oui, mais sans le médicament, l'humanité n'aurait pas avancé comme elle a avancé ces dernières années. Mais bien sûr. Pour venir à bout d'un tas de maladies, pour résoudre énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a la recherche, je sais pas, sur Alzheimer, par exemple, qui avance beaucoup. Donc, non. Alors, elle a l'air d'avancer. Elle a l'air d'avancer. Voilà, oui. Elle agite beaucoup les bras pour dire qu'elle avance, mais parce que c'est un gros défi, évidemment. Voilà, puis c'est une poule, ça sera une poule aux œufs d'or. Mais pour le moment, en termes de réel progrès, on n'a pas vu grand-chose dans la maladie d'Alzheimer. C'est pas des, comment dire... ça va pas bouleverser la vie des malades. Non, c'est vrai. Et c'est une fois de plus, là, le problème de l'innovation, c'est qu'on entend beaucoup, à nouveau, l'industrie se gargarise d'innover. Et on entend ce mot mis à toutes les sauces. Le problème, c'est que des innovations majeures, des innovations de rupture, au vrai sens du terme, en termes de médicaments, on n'en a plus vu depuis les années, on va dire, 50-60, à l'exception des trithérapies pour le sida, du Glivec pour certains cancers. Oui, aujourd'hui, et puis de la manière de traiter les cancers, quoi, en fait. Voilà, alors certains cancers... certaines hépatites. Il y a une évolution quand même assez forte ces dernières années. Mais ce sont des traitements de niche. Donc l'industrie a trouvé des traitements révolutionnaires pour des niches, qui concernent au maximum quelques milliers, dizaines de milliers de malades, mais des innovations de l'ampleur de ce qu'ont été certains antibiotiques, les neuroleptiques, les antiépileptiques, on n'en a plus, à part ce que j'ai cité. Pourquoi, selon vous? Parce que la recherche coince un petit peu là-dessus, elle arrive à un moment de blocage, ou alors il y a d'autres intérêts? C'est très difficile à dire. Je n'ai pas la réponse à cette question. Non, mais comme vous avez enquêté, effectivement. Donc alors on sait que la recherche, alors les fonds publics se sont pas mal asséchés, mais parallèlement, on constate que la plupart des innovations, quand elles arrivent, quand il y en a, elles ont été financées par des fonds publics. Et à ce moment-là, elles sont rachetées par l'industrie pharmaceutique qui réalise des bénéfices parfois indécents. Vous parliez des cancers. L'ONG suisse Public Eye a calculé que certains traitements du cancer sont vendus avec des marges qui dépassent 80%. Donc... sur la surmédication, vous parlez aussi d'un point de vue psychiatrique qui atteint des niveaux délirants au point de raccourcir parfois nos vies, d'en affecter longuement d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là on traite beaucoup trop vite, trop facilement?
Sans doute, et puis on traite trop vite, et puis il existe le problème des recommandations. Donc si vous allez voir votre médecin, par exemple généraliste, vous vous sentez déprimé, si le médecin vous dit écoutez, je vais vous aider, on va se voir toutes les semaines, vous allez faire du sport, vous allez changer un peu vous allez mieux dormir, vous allez arrêter les écrans un peu et tout, vous donner des conseils d'hygiène de vie, et puis on se revoit régulièrement. Et puis si vous vous suicidez, alors là, il est responsable parce qu'il ne vous a pas prescrit. En revanche, s'il vous prescrit un antidépresseur très rapidement, sans vous donner de conseils forcément, pour être un peu... Là, on est un peu caricatural, mais mettons, oui, bien sûr. Et que vous vous suicidez à cause potentiellement du traitement antidépresseur, parce que chez une partie des patients, il faut savoir que ça crée des pulsions suicidaires et des pulsions de passage à l'acte violent. Là, il est couvert parce qu'il a suivi la recommandation. Il ne risque rien. Donc c'est paradoxal quand même. Oui. Sur cette surmédication, est-ce qu'il y a des catégories plus que d'autres qui sont sensibles en fait à ça et qui sont surmédicalisées? Alors hommes, femmes, après des tranches d'âge, des catégories socioprofessionnelles. Est-ce que vous avez pu travailler un petit peu sur ce point? Oui, on sait que les personnes âgées sont extrêmement surmédiquées, notamment en EHPAD. Oui. Ah bah oui, elles ont les petites pilules en fait, à tel point que donc maintenant il y a évidemment ces petits boîtiers avec toutes les pilules, quoi, bien sûr. Des piluliers tout remplis, et on sait que à partir d'un certain nombre, à partir en fait de 3 traitements, on sait plus du tout lequel peut faire quoi, parce que les interactions se potentialisent, donc c'est dangereux. Certains pharmacologues et pharmaciens disent dès qu'un patient arrive en EHPAD, qui travaille en EHPAD, moi j'ai l'ordonnance parce que je vois tout le temps des médicaments qui ne sont pas compatibles en fait, donc on leur donne aussi beaucoup de psychotropes pour les calmer, parce qu'il n'y a pas assez de personnel non plus, donc on a intérêt à les assommer un peu, ce qui est quand même vraiment horrible. Et puis en termes les médicaments, on va dire les antidépresseurs, et tous les psychotropes sont beaucoup donnés à la fois en EHPAD et de plus en plus chez les jeunes. C'est ce que relevait un rapport en 2023 du Haut Conseil de l'enfance, qui s'en alarmait fortement, parce que il n'y a pas du tout de bonnes, ce qu'on appelle de bonnes preuves d'efficacité de ces produits sur les jeunes. Ils sont donnés sans doute de façon beaucoup trop large. Et puis vous dites que les femmes consomment généralement 2 fois plus de psychotropes que les hommes. Oui, 2/3 des psychotropes même sont prescrits aux femmes. Pourquoi ? Grand mystère. Alors, est-ce qu'on a tendance à considérer que les plaintes des femmes sont souvent d'origine psychosomatique? Est-ce qu'elles consultent plus? Alors, il semble que ce soit lié à plusieurs facteurs. Mais en tout cas, on pose la question de l'angle un peu féministe là-dessus, parce que on médique un peu toutes les phases de la vie des femmes. La ménopause, on a l'air de considérer que c'est une maladie, par exemple. Ce n'est pas le cas. Donc on peut soulager aussi à travers des médicaments. On peut soulager des symptômes, mais voilà, philosophiquement, considérer que c'est une maladie, ça pose quand même un problème. Oui. Quand on regarde dans nos pharmacies personnelles, on a souvent des quantités astronomiques de boîtes de médicaments, etc. Ce qui revient le plus, c'est le Doliprane, bien sûr. Oui. Qui culmine. Les Français, je ne peux pas le dire autrement, se bourrent de Doliprane. C'est vrai. C'est vraiment là, pour un non. Mais oui, on a une consommation effrénée de Doliprane. Alors bon, c'est pas une molécule trop dangereuse, a priori. Enfin, en surdose, elle est très dangereuse pour le foie, mais on va dire que voilà. Mais c'est très étrange. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi on a cette... Et nous sommes les seuls, les Français, à avoir autant de consommation de Doliprane, beaucoup moins à l'étranger. Alors, les États-Unis, vous savez, ça se vend dans les supermarchés, dans des grandes boîtes. Donc, eux consomment beaucoup de tout. Donc, on va les exclure de la comparaison. Mais je pense qu'en Europe, on n'est pas loin d'être les champions. On est sans doute même les champions pour cette molécule, oui. Des antidouleurs, après, aussi à base de paracétamol, qu'on utilise également régulièrement. Oui, les autres, parce que comme le Doliprane, qui est aussi du paracétamol, oui, on utilise pas mal d'antalgiques. Mais c'est important de soulager la douleur. Une fois de plus, il ne faut pas être caricatural. Mais on a certaines... le Doliprane, c'est vraiment un exemple de consommation massive qui me paraît étrange. Et sur la 3e marche du podium, je vois, c'est le lévothyrox, en fait, dont on a beaucoup parlé pour soigner la thyroïde. Oui, beaucoup de problèmes de thyroïde. Et là aussi, je crois que c'est 2/3 ou 3/4 de femmes qui ont des problèmes de thyroïde. C'est très courant. Qui en consomment plus. Est-ce que il devrait y avoir il y a eu des campagnes ces dernières années pour moins consommer. On se souvient des antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Est-ce qu'il faudrait relancer des campagnes auprès des Français pour moins consommer de médicaments
en fait, aujourd'hui. Peut-être, mais tout va dépendre de comment vous la faites. Parce que, par exemple, les antibiotiques, bon, je pense pas qu'on puisse dire qu'elles aient connu un grand succès, ces campagnes. Et les enfants danois reçoivent 4 fois moins d'antibiotiques que les petits Français pendant leur enfance. Ils ne meurent pas massivement, que je sache. Oui. Donc, on pourrait encore se poser des questions. Récemment, l'industrie nous a lancé une campagne qui s'appelait « Moins de médicaments, c'est médicaments mieux ». Donc, on pourrait croire qu'en faisant ça, elle se tire une balle dans le pied, mais pas du tout. En fait, c'est au contraire pour cultiver son image, voilà, de raisonnable et de santé publique. Mais dans les faits, c'est très hypocrite parce que ce qu'elle fait avec les marges sur notamment les médicaments dits niche busters, les médicaments de niche, c'est quand même assez choquant. Oui, parce que si nous étions en meilleure santé, très nette amélioration de notre santé ces dernières années, ça ne poserait pas trop de problèmes. Alors que là, vous dites au contraire que l'espérance de vie a plutôt tendance à patiner et qu'il y a de plus en plus de personnes qui rencontrent des problèmes d'infertilité. Vous associez ça à la surmédicalisation ? Oui, parce que les médicaments, en fait, sont des perturbateurs endocriniens, plusieurs, et notamment les antidépresseurs. Donc là, dans Génération Zombie, qui est mon livre précédent, j'avais beaucoup de témoignages de personnes qui avaient rencontré des effets sexuels absolument terribles à la suite de la prise de ces médicaments, parfois même après leur arrêt, parce qu'il y a des effets retard un peu, et qui avaient perdu toute libido. Certains avaient perdu leur fonctionnement sexuel, donc les hommes étaient complètement impuissants. Et c'est relativement, c'est fréquent au point que l'Agence européenne du médicament a reconnu en 2019 qu'il existait des effets sexuels de ces médicaments qui pouvaient persister après le traitement. Il a fallu un énorme lobbying pour qu'elle oblige les fabricants à faire figurer cette information. Mais voilà, il faudrait en être conscient. Et dans le rapport qu'ont rendu assez récemment professeur Samama et Salomé Berliou, ils nous parlent longuement des perturbateurs endocriniens de notre environnement, et c'est très bien, mais il n'y a que quelques lignes sur les médicaments, alors que nous les absorbons. Donc on est beaucoup plus exposés. Oui, c'est vrai. Et je rappelle quand même, au passage, Ariane de Noyelle, avec votre livre Overdose, que vous n'êtes pas anti-médicaments, anti-vax et complotiste, et, pas du tout. Mais vous vous posez la question de quel bon dosage de médicaments prendre. Oui, le principe, c'est qu'on ne prend un médicament que quand on en a besoin. C'est un principe tout simple. Merci beaucoup, Ariane de Noyelle, pour ce livre avec le docteur Peter Selley, c'est ça, docteur britannique, Comment la surconsommation de médicaments nous tue, aux éditions First.